tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Taisez-vous. J'ai parlé très vite. Mais Bonjour à ouais, tous, t'as comment ça va? On reçoit aujourd'hui Camille Jeunet. Bonjour. Bonjour. Ça va? Pas trop stressé? Non, ça va, Non, ça tranquille. Merci. La deuxième personne qu'on reçoit qui a fini sa thèse. Alors la dernière fois c'était Julie, mais elle avait fini depuis quelques mois. Toi Camille, tu as soutenu ta thèse quand? En décembre 2016. Bon, ça va. Ça va, c'est pas si C'est loin. pas si longtemps. Ça fait quelques années. Bon. À peine 4 et des brouettes. Et donc tu viens dans le cadre de ta thèse donc de 2016 qui s'intitule. Alors, du coup, c'était une thèse en neurosciences et informatique, j'ai noté. Ouais, sciences cognitives, ça regroupe les deux. Sciences cognitives, ok. Et du coup, le titre de la thèse, c'était « Comprendre et améliorer l'entraînement des utilisateurs d'interfaces cerveau-ordinateur basées sur l'imagerie mentale vers une nouvelle génération d'interfaces cerveau-ordinateur fiable, efficiente et accessible. » Tout à fait. Ah, Ben voilà, on tout dirait est dit. presque pas que je me suis trompé, c'est Non, c'est fou, c'est très très bien. En plus, ton titre de thèse sur thèse.fr est en anglais. Ouais. Est-ce que tu as rédigé ta thèse en anglais? Ouais, j'ai Waouh. rédigé ma thèse en anglais. Alors, La tout classe. simplement parce que l'un de mes co-directeurs était anglais. Ah, t'as été obligé. Et en même temps, je dois avouer que je triche un peu parce que mon conjoint est anglais. Ok. Et Allez. ça facilite vachement les choses. C'est lui qui a écrit ta thèse, c'est ça? Non, c'est pas lui qui l'a écrit, mais j'avoue que je lui ai fait relire Ouais. toute la thèse. Ah bah. Ah, et combien de pages? Honnêtement, je sais plus, 200 et quelques. Ah, ça va. Et il est scientifique? Ouais, alors il a fait beaucoup de choses. Là, il va être diplômé kiné, mais à l'origine, il a fait des études de sciences et il est traducteur scientifique. Donc, Oh, il a bon. fait des traductions scientifiques pour des labos. Facile. Voilà. Je vous raconte ma vie. Hein. Bah écoute, t'es là On pour est là ça. pour ça. Ok, très bien. On va commencer par la première partie où on va parler de ta thèse, du coup. Allons-y. Est-ce que tu t'en souviens déjà encore? Non, tu, Oui, tu je m'en travailles, tu souviens. travailles encore là sur le même sujet? Oui, je travaille encore sur les interfaces serveur-ordinateur. Ok. Donc, et une partie de mes recherches sont dans la continuité de ma thèse, donc ça facilite Ah, c'est les cool ça choses. déjà. Ok. Bon, mais on repart un peu dans le temps et puis on va reparler de cette thèse. Mais est-ce qu'on commencerait pas, pour changer un peu, sur comment t'en arrives à cette thèse d'abord? Ouais, vas-y, on va commencer par là. Eh bien, écoutez, c'est une histoire intéressante en plus, Ah. complètement par hasard. Oh, bah, tiens. Tombé. alors, alors, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais en licence, une licence à Bordeaux qui s'appelle la licence MIACH, maths et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Ok. Donc en gros, c'est une licence où on fait des maths, de l'informatique et puis un peu de psycho et de neurosciences. Et dans cette licence, j'avais des copines avec qui j'avais jamais fait de projet. Et il se trouve que sur le projet de recherche de fin de licence, j'avais vraiment envie de travailler avec elles. Et c'est elles qui ont entendu parler d'une conférence qui allait avoir lieu, une conférence de Fabien Lotte, qui est chercheur INRIA à Bordeaux, et qui travaille sur les interfaces serveur-ordinateur. Et elles m'ont dit, écoute, nous, on aimerait bien travailler sur ça. Et donc, on est allé à la conférence et on a adoré le sujet. On s'est lancé dans ce projet de fin de licence. Et puis moi, j'ai continué en Master 1, en Master 2, en thèse, et puis maintenant. Ah ouais, coup de foudre en licence en fait Ouais. de la recherche. ou Alors, du pas sujet. sur Fabien Lotte, même si je l'aime beaucoup, mais sur le sujet, oui. Ouais, c'est sur le sujet plus que sur l'univers de la recherche. Alors non, en fait, un peu les deux. Je savais Ouais. déjà que j'aimais beaucoup l'environnement universitaire. J'aime beaucoup l'enseignement. Je donnais déjà des cours à domicile. Et puis, j'aimais aussi l'idée de faire de la recherche, d'être autonome, de créer mon propre emploi du temps, de Ouais, gérer je mes vois. journées, de laisser aller ma curiosité vers des domaines qui m'intéressaient. Donc, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir combiner les deux. Moi, j'ai ce syndrome aussi quand peut-être ça t'a fait ça aussi quand t'as vu ce monsieur. Quand il y a quelqu'un qui parle de ce qu'il aime et de ce qu'il fait et qui est passionné, peut-être qu'il était passionné et passionnant du coup, t'es là, tu fais, ah mais c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie en fait. Et il y a plein de fois où je me suis dit, attends, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et pareil, genre, je me suis retrouvé du coup là-dedans. Ouais, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Fabien Lotte, je sais pas si vous avez entendu parler, mais enfin voilà, il est à Bordeaux. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'événements de médiation des sciences et il est super intéressant, très sympa. Et en fait, voilà, ce sujet mêlé des sciences informatiques, mathématiques, avec des applications cliniques super intéressantes. Et voilà, ça m'a convaincu quoi. Tout Ok. ensemble m'a convaincu. Ok. Donc tu t'es embarqué donc, sur ce chemin de la thèse. Et donc là, après ton master, tu as passé un concours ou c'était un projet qui était déjà financé ou comment ça s'est passé? Alors, j'ai passé plusieurs concours d'école doctorale. J'ai passé celui de l'EDMI, Math Info, à Bordeaux, et de l'EDSP2, Société Politique Santé Publique. Et parce que Fabien était côté Math Info, et puis mon autre directeur, Bernard Nkawa, était côté SP2.
Et il se trouve que j'ai eu la chance, j'ai eu les deux, mais côté Oh là EDSP2, là, quelle classe. ouais, je viens ici aussi pour me la raconter un peu. Ah bah, nous, on adore ça, nous. Non, mais il se trouve que côté EDSP2, en plus, j'avais la possibilité d'avoir une bourse IDEX. Ah, c'est bien ça. Alors maintenant, malheureusement, ces bourses-là n'existent plus dans la forme dans laquelle je l'ai eu. Moi, j'ai eu un financement complet IDEX qui me permettait de financer des voyages, des mobilités à l'étranger. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un co-directeur britannique. Et du coup, tu as fait une partie de ta thèse en Ouais. Angleterre. Tout à fait. Trop bien. Ouais, c'était super. J'ai commencé par 3 mois à Bristol. J'adore cette ville. J'en mets. Ouais, c'était trop On va bien. faire ça en thèse. Et puis après, Bristol, Massive Attack. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Niveau musique, c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Donc, mais niveau artistique, ouais, artistique, tout, c'est- c'est incroyable. Il y a tout un quartier de murs tagués, qui sont. Bah, C'est potentiellement Banksy vient de là-bas, c'est pour ça. Oui, Et il y a les fiches aussi. Les fiches. Ah putain. Les fiches. Pardon, j'étais obligé de la faire. Ah, ça m'a détendu. Donc Bristol aussi avec. Ouais, Bristol. Et puis après, mon directeur a déménagé à Brighton, qui est une autre ville sud de l'Angleterre. Et donc, j'ai aussi passé 3 mois à Brighton. Et niveau recherche scientifique, c'est un pays qui bouge pas mal quand même aussi. Oui, oui. Alors là, les pauvres, ils sont un peu en galère avec le Brexit. Mais avant. Mais avant, ouais, non, c'était super. Et puis, ça permet de voir des autres façons de fonctionner aussi. À Bristol et à Brighton, le labo fonctionnait différemment, mais les thématiques étaient différentes. Mais à chaque fois, ça a été des super expériences. Mais moi, c'est ce qui m'avait donné envie de faire ma thèse, c'est que je suis parti en Erasmus en 3e année. Et c'était des doctorants en fait, qui nous donnaient les cours là-bas. Puisque c'était eux qui parlaient le mieux anglais en fait. Ok. Et pareil, en fait, on était avec eux, ils nous donnaient les cours, ils nous expliquaient ce qu'ils faisaient en thèse et tout. Du coup, je me suis dit en rentrant, j'ai fait bon, allez, ça s'envisage quand même une thèse, c'est assez sympa. Et oui, c'est chouette. Il faut enlever l'idée qu'on reste dans un labo enfermé. En thèse, on fait plein de choses en situation normale. C'est complètement le but de ce podcast. Voyage. Ouais, c'est ça. Tous les gens qu'on Ah, reçoit, voilà, à chaque fois, ça. sont là, mais une thèse, ça va. C'est clair. Puis on n'est pas forcément en labo en plus. Hein. Ben oui. C'est ça le Évidemment. truc. Hein. Moi, j'étais persuadé de ça au début. Hein. Que t'étais dans un labo en blouse. Ah ouais, complet. Avec que, que des ben, vieux. Les sciences naturelles dans les labos et les sciences. Dans une bibliothèque. Genre, j'avais cette image-là. Bah, au début. pas du tout. Genre, tu sais, à la BU, il y a toujours ce gars qui arrive à 8h à la BU et qui part à 8h du soir. Bah, ça, Pour moi, normalement, c'était c'est le les thésard. gens qui révisent, en fait, c'est tout. C'est même pas les thésards. Ouais, c'est vrai en plus. Du coup, donc dans ta thèse, tu parles de comprendre et améliorer l'entraînement des utilisateurs d'interface cerveau-ordinateur. Qu'est-ce que c'est une interface cerveau-ordinateur ? Alors, une interface serveur-ordinateur, on en entend pas mal parler en ce moment sous le terme de BCI ou BCI pour Brain Computer Interface en anglais. On en entend beaucoup parler à cause ou grâce, je sais pas, de Elon Musk et de sa nouvelle compagnie Neuralink. Donc, avant, je vais revenir vers ça et Neuralink, mais je vais vous expliquer Vas-y, d'abord vas-y. d'un point de vue scientifique qu'est-ce qu'on appelle une interface serveur-ordinateur. Donc, on appelle une BCI ou une BCI tous les systèmes qui permettent d'interagir avec l'environnement uniquement par le biais de notre activité cérébrale. Donc, le principe, c'est qu'on mesure votre activité cérébrale et qu'on traduit les modulations de cette activité cérébrale en commande pour une machine. Donc, concrètement, ce sont des technologies qui existent depuis les années 70 quand même. Ah Et 1970. Qui... en fait, à l'origine, ont été pensés pour les personnes qui sont locked-in syndrome. Est-ce que vous avez vu ou lu le scaphandre et le papillon Pas encore. J'ai mis de côté, je ne l'ai pas encore lu. Ah oui. Celui-là, ouais. Et alors, c'est l'histoire de... Je ne vais pas tout spoiler, mais c'est l'histoire de Jean-Dominique Bauby, qui était rédacteur en chef chez Elle, et qui a eu un AVC du tronc cérébral. Et suite à ça, en fait, il était dans un état qui est dit locked-in, où en fait, il est complètement paralysé. Mais cognitivement, il est tout à fait dans un état tout à fait normal. Donc en fait, on dit qu'ils sont enfermés à l'intérieur de leur propre corps puisqu'ils ne peuvent pas bouger. Mais par contre, ils sont réveillés et ils peuvent sentir, ils peuvent entendre, etc. Mais ils ne peuvent pas bouger. Souvent, les seuls mouvements résiduels, c'est les mouvements des yeux, verticaux des yeux et le clignement des paupières. Et donc Jean-Dominique Bauby, Il a écrit un livre. il a écrit un livre grâce au clignement de ses paupières avec son ergothérapeute qui lui dictait l'alphabet. Et bref, ces personnes-là peuvent bénéficier justement de technologies qui permettent d'inférer ce qu'elles veulent dire grâce uniquement à leur activité cérébrale. Donc c'est dans ce contexte que ça a été inventé. C'est un peu ce qu'on retrouve dans certaines machines, certains ordinateurs, où des gens, en réfléchissant du coup,
arrive à parler, en fait, enfin, à faire parler l'ordinateur ou ce qu'on voit des fois dans des bras artificiels. Oui, tout à fait. Alors, Ok. il y a deux grands, mais tu les as dit, il y C'est a un peu de la deux science-fiction. grands. Mais justement, ce qui est chouette, c'est que ça existe Bah oui, en c'est vrai. pas de la science-fiction, Alors, du coup. ça n'existe pas forcément sous la forme dans laquelle on le voit dans les Mhm. films ou quoi, mais ça existe en vrai. Donc, il y a deux grands domaines de contrôle pour communiquer ou pour se déplacer. Donc, effectivement, on peut imaginer, par exemple, des mouvements de la main gauche ou de la main droite pour faire tourner un fauteuil vers la gauche ou vers la droite. Ok. Ou on peut imaginer des systèmes qui permettent de savoir sur quelle lettre à l'écran une personne se concentre juste en analysant son activité cérébrale. Donc, si vous voulez, je peux vous expliquer, vous ferez les choix de ce que vous gardez après, je vous explique Mhm. les deux. On garde tout. Hein. Vous gardez tout. Ah ouais. Bon, allez, ben on est parti alors. Donc, pour le fauteuil roulant, par exemple. Donc, je vous disais, imaginez des mouvements de la main gauche ou de la main droite. Pour aller à gauche ou à droite, ça peut être des mouvements des pieds pour aller tout droit ou faire du calcul mental, plein d'autres tâches comme ça. L'idée, c'est que quand on imagine faire des mouvements des mains, comme quand on fait ces mouvements, en fait, on a des modulations de l'activité cérébrale qu'on peut détecter grâce à un casque EEG. Un casque EEG, c'est Une espèce de grand électroencéphalographique. filet qu'il y a sur C'est ça, la un tête. bonnet, Ouais. un bonnet avec des électrodes qui est placé sur le oui, cuir ouais. chevelu et qui permet de mesurer l'activité électrique des neurones. Ce qui se passe, c'est que quand vous imaginez un mouvement de la main gauche, vous allez avoir une diminution de l'amplitude de votre signal EEG au niveau du cortex moteur droit, donc disons au-dessus de votre oreille droite. Mhm. Et ça, on peut le détecter grâce à ce système EEG. Et pareil, quand on imagine un mouvement de la main droite, on a une diminution à gauche. Et donc, parce qu'on peut le détecter par un système EEG, bien, on peut traduire ça en commande. D'accord ? Donc, on entraîne la personne à imaginer ses mouvements main gauche, main droite, à générer une activité qui soit stable et bien reconnaissable par le système. Et après, on entraîne aussi la machine à reconnaître ces modulations d'activité cérébrale pour les traduire en commandes qui soient fiables. Ok. Donc ça, c'est le principe. Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas simplement qu'on veut aller à gauche ou qu'on Ouais, veut c'est ce aller que à j'allais dire, droite? c'est que ça marche pas comme ça en fait. Ça marche serait pas. trop facile. Ben, parce que du coup, quand on pense juste à quelque chose, on n'a pas de modulation très spécifique de l'activité cérébrale qui serait détectable avec un casque EEG, Ok. en fait. Donc, après, il y a d'autres moyens qui sont d'aller mettre des électrodes dans le cerveau, ce qu'on appelle peu des plus méthodes intrusif, ça. invasives, Ouais. exactement. Et donc, une fois qu'on a des électrodes invasives, on peut aller vers des tâches un petit peu plus naturelles ou un peu moins grossières que imaginer des mouvements de la main gauche ou de la main droite et des interactions plus naturelles. Mais ça nécessite une opération chirurgicale. Ok, ouais. Et ça, c'est ce que fait Elon Musk. Lui, il c'est- fait directement l'implantation dans le cerveau. Lui, son projet, c'est de faire des électrodes invasives, donc des électrodes dans le cerveau. En fait, Elon Musk est dans un courant très transhumaniste, Oui, où il complet. s'imagine que voilà, dans quelques années, On est des les robots. gens seront... Ouais, bah, limite, c'est ça. Ou au moins, on aura des électrodes implantées partout dans le cerveau et que ce sera complètement accepté et donc qu'on pourra se servir de ces techniques-là pour interagir. Voilà. Ouais. Oui, du coup, moi, je voulais juste te dire par rapport à ce que tu disais, et d'où, enfin, moi, ce que j'ai lu sur thèse.fr, sur ton sujet de thèse, tu parles beaucoup d'entraînement de l'humain pour la machine, de la machine pour l'humain, parce qu'en fait, on peut pas juste poser ce bonnet, je sais plus comment ça s'appelle, EEG. le EEG, sur le cerveau et puis dire, genre, je vais aller me déplacer, je vais attraper ci, je vais attraper ça. On est obligé de nous-mêmes prédéfinir une commande, genre main droite, main gauche, qui va être ensuite traduit pour aller à gauche, aller à droite, en fait. C'est Oui, ça tout à fait. Ok. Tout à fait. En fait, pendant longtemps, on s'est dit... Il faut savoir que le domaine des interfaces cerveau-ordinateur, il a été surtout porté par des informaticiens. Et qui avait un challenge principal, un défi principal, qui était de décoder l'activité cérébrale pour inférer des commandes à envoyer à un ordinateur. Et donc, pendant très longtemps, on s'est vraiment concentré sur cette partie intelligence artificielle, donc apprentissage machine, où on essaye de concevoir des algorithmes qui puissent décoder de la manière la plus efficiente possible l'activité cérébrale. Mais on a un peu omis l'aspect entraînement humain. Et le problème, c'est que même si vous avez le meilleur algorithme du monde, si le signal qui est le signal d'origine n'est pas exploitable, jamais un algorithme n'arrivera à détecter une commande. Et donc moi, tout mon travail, il consiste à C'est essayer le contre-pied un peu de ce qu'on essayait de faire dès le début, quoi. Exactement. Ok. Ouais, le contre-pied dans le sens où je dis que ça sert à rien de faire tout ça si le signal à l'origine n'est pas bon. Et donc, moi, j'essaye d'aider les gens à générer un signal cérébral
qui soit stable et qui soit détectable par la machine. Ouais, entraîner les Exploitable. humains à s'adapter à des machines super performantes en fait. C'est ça. En fait, c'est les deux qui doivent. On a un co-entraînement des deux, et c'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire que quand est-ce que la machine reste sur un état stable, quand est-ce qu'elle adapte son algorithme, et quand est-ce que l'humain doit adapter sa stratégie, ou quand est-ce qu'il doit persévérer dans sa stratégie, ça c'est compliqué. Donc il y a des aspects à la fois neuroscientifiques, donc essayer de comprendre comment on apprend à moduler notre activité cérébrale et à générer une activité cérébrale qui soit disons, compréhensible par des systèmes informatiques, donc qui soient bien stables et bien distinctes entre les commandes qu'on veut envoyer. Et puis, il y a des aspects beaucoup plus psychologiques, c'est-à-dire que quand vous entraînez à utiliser une interface serveur-ordinateur, vous êtes seul face à un écran, et pendant longtemps, avec des entraînements très peu motivants. Et donc, du coup, moi, j'essaye de comprendre mais qu'est-ce qui fait qu'une personne va être motivée ou pas, comment est-ce qu'on fait pour optimiser son état d'apprentissage, et quelles sont les caractéristiques propres à la personne, à sa personnalité, à son état émotionnel, son état cognitif, qui font qu'elle va être dans un état optimal. Et donc avec tout ça, on essaye de concevoir des entraînements qui soient le plus adaptés possible. Ah ouais, donc c'est là le gros volet ergonomie Tout à fait. de ce sujet de thèse en fait. Ouais, tout à fait. C'est marrant, ça me fait penser à un crossover entre la thèse de Alexandra qui travaille sur Ouais, de l'ergonomie ouf. et sur celle de Adélaïde qui travaille. Adélaïde, elle sur travaille. la- En fait, Adélaïde, Adélaïde, elle fait sa thèse dans la même équipe Ah, mais que oui, c'est vrai, elle nous l'équipe l'a dans dit, laquelle j'ai fait ma thèse. Et Alexandra, c'était Alexandra Delmas. Non, Vartel. Ah, du Non, coup, elle je travaille connais à pas. Paris. Elle fait de l'ergonomie sur. En gros, elle suit des équipes médicales qui traitent le cancer par imagerie. Ok. Et elle suit en gros tout le process pour savoir où sont les points où c'est un peu lent, ou alors où les équipes se comprennent pas, ou des choses comme ça, pour justement que le dossier du patient aille plus vite et que le traitement soit donné plus vite. Plutôt, ça. Ok. Ben, c'est tout à fait ça. En fait, dans l'ergonomie, il y a deux grands courants. Il y a l'ergonomie plutôt de travail. Ouais. Donc, c'est ce qu'a l'air de faire Alexandra. Et puis, il y a l'ergonomie plus facteur humain, ce qui est fait par Potioc beaucoup à l'INRIA, où est Adélaïde. Et donc, moi, j'étais dans Potioc, cette c'est un équipe. laboratoire. Pardon, Ok. l'équipe Potioc, Voilà, c'est ça. qui est une équipe projet INRIA de Bordeaux. C'est les informaticiens. Ils travaillent sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ça. On les salue. Hein. Bip bip. Big up à eux. Big up. Big up. D'accord. Du coup, ok. Et quelle a été la question que tu t'es posée au début de cette thèse? Bah, c'était du coup. Et qu'est-ce que tu en as eu comme réponse en fait au final? Oui, puisque là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a fini. Donc, Ouais, est-ce c'est que déjà, pour ça, tu as eu ouais. des réponses à toutes ces questions? Alors, des réponses définitives, non. Je pense que Vincent. toute thèse aboutit sur plus de questions que de réponses. Et, Ça, c'est pour ceux qui débutent en thèse. Ça va quoi s'attendre? mais oui, et c'est bon signe, parce que Bah oui. sinon, quelque part, alors c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais si tu commences ta thèse avec une question et qu'au bout de 3 ans, il y a une réponse définitive et pas d'autres questions qui émergent, c'est que peut-être c'était pas tellement une question de recherche, que c'était peut-être plus une question d'ingénierie ou de De design, développement, de développement, voilà, quelque chose qu'il fallait concevoir. Mais la recherche, justement, le but, c'est de faire émerger de nouvelles questions. On avance la connaissance, mais on l'avance vers de nouvelles questions. Donc, du coup, la question que je me posais au début, c'était surtout, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi des gens arrivent ou n'arrivent pas à se servir d'interface serveur-ordinateur? Ouais, c'était ça vraiment le gros problème. C'est ça. Soulever. Parce que en fait, je vous l'ai pas dit, mais il semblerait qu'il y ait une grosse proportion des gens qui en fait n'arrivent pas à apprendre à moduler 15 son à activité. 30%, j'ai lu. Mais waouh, ça c'est de la Sur préparation. thèse.fr. Moi, j'ai rarement vu des gens avoir autant préparé leur podcast. Ah bah attends, on a lu, on a regardé ton passage, Ouais. c'est enseigné. Ouais. Et ben voilà. Donc 15 à 30%, effectivement, et même parmi ceux qui arrivent, les performances sont pas au top, quoi. Ouais. On estime, alors ce n'est qu'une estimation parce qu'on a très peu de données à l'heure actuelle, donc on peut pas faire, je donne pas des vérités, quoi, mais on estime que sur une interface serveur-ordinateur à 2 commandes, main gauche, main droite, le système se trompe une fois sur 4. Enfin, en gros, on est à 75% de bonne performance. Donc ça veut dire vous baladez avec ça dans la rue, une fois sur 4. Ça prend pas la Le bonne fauteuil. direction. Ouais, donc il y a des chances que vous restiez pas en vie super longtemps, quoi. tu tournes en rond. Donc, Ah ouais. voilà. Donc du coup, ma grosse question de départ, c'était pourquoi est-ce qu'il y en a qui arrivent pas? Est-ce que je peux te couper juste par Ouais. rapport à quand tu dis
y arrivent pas, c'est quand on leur donne le système direct sans les C'est entraîner. ça. En fait, alors si, dans tous les cas, il y a besoin d'un entraînement. Mais minime, du coup. voilà, en fait, à l'heure actuelle, les entraînements sont assez minimalistes. Ok. Et on essaye... souvent, les études ne comportent qu'une ou deux sessions d'entraînement. Et on espère que les gens vont arriver à se servir d'une interface serveur-ordinateur de manière fiable en une ou deux sessions d'entraînement. C'est trop peu. C'est beaucoup trop peu. Donc, et c'est pour ça que je dis que c'est une estimation. Vous avez touché un bon point. C'est parce que ces données sont basées sur une ou deux sessions d'entraînement. Or, quoi qu'on apprenne dans la vie, en une ou deux sessions... C'est impossible que ça rentre. ouais. Bah voilà. Donc du coup, là, c'est pour ça que dans mes recherches maintenant, j'essaye de mettre en place un consortium au niveau européen de collaboration entre les chercheurs pour qu'on ait les moyens de faire des sessions plus longues, plus de sessions, pour arriver à des données plus fiables. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est pourquoi les gens font qu'une à deux sessions d'entraînement ? Tout simplement parce que faire une expérience de ce type, ça coûte cher. Ouais. Et qu'au niveau d'un laboratoire en particulier, on n'a pas les ressources financières, les ressources temporelles, les ressources humaines pour pouvoir faire des expériences avec beaucoup de sessions et beaucoup de participants. Donc souvent, on privilégie le nombre de participants, mais avec peu de sessions d'entraînement. Et donc moi, mon idée, c'est d'essayer de faire collaborer plein de chercheurs de plein d'universités différentes. On conçoit un protocole d'entraînement tous ensemble, et chacun, on fait passer peu de sujets, mais sur beaucoup de sessions. Et après, on partage les données dans une optique de sciences ouvertes. Donc ça, c'est mon gros projet du moment. Ça, c'est ton projet en ce moment. D'accord. Ouais, c'est ce que j'essaye de monter. Et c'est pour ça, du coup, je reviens un petit peu en arrière, mais que tu as une échelle entre 15 et 30% qui est quand même assez grand. C'est parce qu'il y a du coup très peu d'expérience. Exactement. Si sur 2 expériences, tu en as à 15, un à 30, tu dis, bon, c'est pas assez précis pour trancher, quoi. Exactement. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on a peu de données. Donc, on fait ces estimations-là, mais on ne sait même pas si ça, c'est la vérité, ou bien si c'est juste que les gens n'ont pas eu assez d'entraînement, ou que juste l'entraînement était tout pourri, parce qu'actuellement, c'est ce que je vous disais au début, Ouais, oui. les protocoles d'entraînement sont hyper minimalistes, ils ne sont pas adaptés à chaque personne, et donc, du coup, ça fait que peut-être, juste les gens sont capables, mais ils ont besoin qu'on les entraîne correctement et assez longtemps. Et donc, faire un entraînement, un protocole qui fait du sens, qui est pertinent et le faire sur beaucoup de sessions, ça nous permettra de répondre à cette question-là. Puis entre 2016 et aujourd'hui aussi, la technologie a dû un peu évoluer. Donc si ça se trouve, il y a une prise en main qui est plus simple ou plein de conditions qui pourraient réduire ce... Oui, ça a évolué effectivement. Alors les capteurs ont évolué. On commence à avoir des systèmes EEG électroencéphalographiques qui sont plus utilisables, disons. Et puis surtout les niveaux machine learning, donc apprentissage automatique, intelligence artificielle, il y a eu des progrès aussi. Notamment en ce moment, il y a l'émergence vraiment du deep learning, donc de l'apprentissage profond, toutes ces méthodes d'intelligence artificielle qui se basent sur de grosses bases de données pour extraire des règles. Et nous, en fait, pour l'instant, on ne peut pas utiliser ce genre d'algorithme parce qu'on n'a pas les bases de données. Et donc ça aussi, une fois qu'on a ces grandes bases de données, on pourra comprendre mieux l'apprentissage humain et on pourra aussi comprendre mieux l'apprentissage machine, puisqu'on pourra appliquer ces nouveaux types d'algorithmes qui, pour l'instant, ne peuvent pas être utilisés. Ok. Tu parlais de questions que tu avais soulevées là au début de ta thèse et tu disais que tu avais amené d'autres questions. Donc je pense qu'une des questions, c'est justement ce que tu disais au niveau européen, essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut peut-être moins de personnes, plus d'entraînement. Est-ce que tu en as eu d'autres du coup de ta thèse ? Alors ça, c'était vraiment le plus gros truc, parce que je pense que beaucoup de thèses se finissent par des frustrations, se terminent sur des frustrations. Moi, ma frustration, c'était de me dire, ok, j'essaye de faire des modèles, de comprendre ce qui se passe, pourquoi les gens y arrivent ou n'y arrivent pas, mais je fais ces modèles sur 18 personnes, ce n'est pas du tout représentatif, je ne peux rien extraire de ça. Et donc c'était une grosse frustration pour moi de voir que je passais tout ce temps à essayer de faire des modèles, alors que mes données de base ne permettaient pas d'extraire des informations pertinentes. Et tu pouvais extraire que des hypothèses, en fait. Exactement. Donc, des tendances. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que sur certaines manips, j'ai eu des tendances assez fortes qui sont ressorties, mais j'aurais eu un autre échantillon, peut-être ça ne serait pas ressorti. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis et que j'essaye de développer. Quoi. C'est d'élargir le panel au maximum. Ouais. Et ça, c'est dur parce que on ne rentre pas dans les cases quand on veut faire quelque chose comme ça. Donc, on nous parle beaucoup d'interdisciplinarité, de sciences ouvertes, de tout ça. Et en fait, il se trouve, vous verrez quand vous finirez vos thèses et vous aurez des carrières de chercheurs, que quand on cherche des financements, il y a peu de financements qui sont adaptés à ce genre de projet collaboratif, sciences ouvertes et tout ça. Pas si ouvert. C'est pas si ouvert.
faut être ouvert, mais pas trop. Être interdisciplinaire, mais quand même dans une discipline. Quoi. Ouais, En gros, je c'est vois, ça ouais. le message. Mais ça évolue. La preuve, c'est qu'on a pu soumettre un projet européen. Là. Donc voilà. Ok. Ensuite, sur les autres questions, alors, je ne sais pas si c'était des questions, mais en tout cas, moi, ce que je me suis dit à la fin de ma thèse, j'avais beaucoup travaillé sur des modèles en population générale, et je me suis dit, mais à quoi ça sert vraiment J'avais vraiment envie d'appliquer ça chez des populations spécifiques et de comprendre les mécanismes vraiment spécifiques au niveau cérébral qui se passaient pour certaines populations. Et donc, ça, j'ai eu la chance de le faire parce qu'en postdoc, j'ai travaillé donc avec des athlètes. Ok. Et là, maintenant, je suis sur des projets aussi avec des patients Parkinson et patients qui ont eu un AVC. Donc tout ça, ça me permet d'appliquer ces méthodes d'entraînement pour ces personnes-là. Ok. Peut-être que je peux en parler parce qu'en fait... De ouf. Hein. Nous, on ne veut pas Carême. forcer si c'est privé, mais en fait, depuis tout à l'heure, je vous ai parlé des applications d'interface serveur-ordinateur pour contrôler une machine. Ouais. Ouais. Donc, soit pour se déplacer, soit pour communiquer. Mais il existe un autre type d'utilisation pour des entraînements dits de neurofeedback. Donc cette fois-ci, on n'apprend pas à moduler notre activité cérébrale pour contrôler une machine, mais on apprend à moduler notre activité cérébrale pour améliorer ou restaurer des compétences cognitives ou motrices qui sont liées D'accord. à ces rythmes Ouais, cérébraux. je connais ça. Ah ouais, vous On connaissez. a appris, ouais. C'est pour nous, il y a le truc des athlètes, mais je te laisserai en parler. Mais nous, en œnologie, on avait des cours d'analyse sensorielle et les gens qui ont une anosmie ou une agueusie, c'est-à-dire qui ont un problème de sens odorat ou goût, on leur fait sentir une odeur et après on les fait chez eux penser à cette odeur. Ok. En très, très grosses guillemets, penser très fort à cette odeur. Et c'est vrai que les séances d'après, ils ressentent plus du coup cette odeur, alors qu'ils avaient un seuil de détection très 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 haut. Ben voilà, mais on est dans le principe Mais du coup, pour les biofeedback. athlètes, ouais, Alors, pour les athlètes, ça marche. du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cible. En fait, vous avez certaines capacités cognitives dont on sait qu'elles sont cognitives ou motrices d'ailleurs, dont on sait qu'elles sont sous-tendues par des rythmes d'activité cérébrale spécifiques qui sont mesurables par EEG. Encore une fois, c'est ça qui est important pour nous puisqu'on ne va pas aller mesurer l'activité à l'intérieur du cerveau. Et notamment, les capacités attentionnelles sont sous-tendues par des modulations de certains rythmes qu'on appelle les rythmes alpha dans le cerveau. Et les capacités motrices, par exemple la précision de mouvement, ce genre de choses, ou la force de mouvement, sont liées au rythme sensorimoteur dont je parlais tout à l'heure quand on imagine des mouvements de la main gauche ou de la main droite. Et donc, du coup, pendant mon postdoc, j'ai travaillé avec les gardiens de foot du Stade Rennais, notamment avec le gardien qui est maintenant au Girondins de Bordeaux, Benoît Costil. J'espère que ça va aller mieux, les Girondins. Je me demandais si on en Ouais, c'est ça, parlait. genre, est-ce qu'on allait en parler ou pas. Je voyais une tête un peu déconfite, j'ai fait. J'avoue, je suis pas le foot, mais bon, j'ai entendu dire que ça allait pas du tout. Bah Ouais, ouais, ça craint un fait peu. pincement au cœur, quoi. Mais ça va aller. Ouais, on parle de vous, là, donc ça va aller. Bon. Donc, du coup, ouais, avec le Stade Rennais, en fait, les coachs des gardiens de foot ont une problématique qui est d'améliorer les capacités d'attention périphérique des gardiens de foot. Parce que un gardien, il doit être capable de focaliser son regard sur le porteur de balle et puis d'allouer des ressources attentionnelles aussi sur les autres joueurs de champ qui sont potentiellement dans son champ de vision périphérique. Et donc, du coup, il travaillait avec des équipes de recherche à Rennes sur des entraînements cognitifs pour améliorer ses capacités d'attention périphérique. Et donc, nous, on est arrivé sur ce projet parce que dans la littérature côté neurosciences, donc pas côté sciences du sport, côté neurosciences, il y a des études qui montrent que l'attention périphérique, elle est sous-tendue par des modulations spécifiques dans l'activité cérébrale, donc de ces rythmes alpha au niveau du cortex visuel, donc à l'arrière du cerveau. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à savoir est-ce que ces modulations-là, on les retrouve chez les gardiens de foot et est-ce qu'elles sont liées à l'expertise, au niveau d'expertise des gardiens ou à leur performance S'ils sont plus forts ou moins forts que les autres gardiens. Ouais, alors Ok. ça peut être leur expertise sur le terrain ou ça peut être leur performance sur des tests d'attention périphérique. Et donc, du coup, on a vu qu'effectivement, on retrouvait bien ces rythmes, qu'on pouvait les mesurer. Le problème, c'est qu'on arrive à les mesurer qu'en moyenne sur plein d'essais. En temps réel, c'est beaucoup plus difficile de les détecter.
Et donc, notre travail, après, ça a été d'essayer de trouver d'autres marqueurs qui pouvaient être détectables en temps réel pour aller vers des entraînements neurofeedback. Donc, après, moi, je suis partie, les entraîneurs de Rennes ont changé tout ça, donc le projet est en stand-by pour l'instant. Mais l'idée globale, que ce soit pour ces entraînements-là ou pour d'autres entraînements d'athlètes, l'idée, c'est en fait de cibler des rythmes, de trouver des marqueurs dans l'activité cérébrale qui sont liés à une compétence, et puis ensuite d'entraîner les athlètes à améliorer leur capacité à moduler ces rythmes, donc soit en augmenter l'amplitude, la diminuer, etc. Et après de voir si c'est un impact sur le plan comportemental ou cognitif. Sur le terrain, du coup, directement après. Voilà. Et ça, juste pour pas que vous perdiez, on est d'accord, c'est ton sujet, c'est pas ton sujet thèse, c'est ton sujet de post-doctorat. Oui, c'est mon après la thèse, c'était ton sujet, c'était d'étudier du coup avec le stade rennais. Oui. C'est modulation. Ouais, chez les gardiens de foot. Ok. Ouais, tout à fait, c'était mon postdoc. C'est une des questions qui a été soulevée de ta thèse. Oui. Ça me fait beaucoup penser à. Du coup, on parle de vision. Allez, le stylo. On fait beaucoup penser. Ça fait penser aux jeux vidéo. Oui. Où, notamment, par exemple, j'ai vu. La première fois que j'ai vu, ça m'a surpris. Mais les joueurs de Counter-Strike jouent très près de leur écran, genre vraiment à ça de l'écran, pour que l'entièreté de l'écran prenne leur vision et qu'ils puissent du coup ne pas être dérangés dans leur vision périphérique quand ils jouent. Parce que si tu joues plus loin de l'écran, du coup, s'il y a un mec qui passe à côté, tu vas avoir tendance à te concentrer là-dessus et ça peut te faire perdre la milliseconde qui te fait gagner. Donc c'est vrai que pour le foot, je trouve ça aussi hyper intéressant de se dire qu'il faut qu'ils travaillent vraiment presque à 180 degrés leur vision. Je trouve ça fou. Et c'est marrant que tu parles de jeux vidéo parce que moi, dans mes travaux, j'aimerais vraiment continuer à m'intéresser aux sportifs et aux e-sportifs. Complet. Parce que les e-sportifs développent des capacités qui sont juste complètement folles, en fait. Des capacités de représentation dans l'espace, de focalisation attentionnelle. De concentration, c'est ça? Ouais, c'est ça. Focalisation attentionnelle, ça revient à concentration. Et puis, représentation dans l'espace, qu'on appelle les habiletés spatiales, c'est vraiment les capacités à se représenter l'environnement en 3D. Ouais. Et en fait, ça, c'est hyper lié à des capacités motrices qui peuvent être utiles aussi pour améliorer la vision du jeu dans des sports co, par exemple. Enfin, voilà. Et on sait que les athlètes jouent beaucoup aux jeux vidéo. Allez, le PSG ce soir. Oh là, tu es diffusé le 25 octobre, hein, donc je pense que le PSG... Bon, mais d'ici là, le PSG aura gagné la Ligue des Champions. Tu es féru de foot, en fait, c'est ça? Bon, j'aime bien. Et bref, quand on regarde les déplacements des joueurs, ils sont tous sur la console. Et donc, du coup, c'est un moyen qu'on pourrait, nous, exploiter pour proposer des entraînements cognitifs, les intégrer dans des jeux vidéo, de manière à ce que ce soit un entraînement et un loisir, et améliorer l'acceptabilité par les joueurs de ce nouveau type d'entraînement, qu'ils ne le vivent pas comme une charge supplémentaire. Et en plus, c'est les cobayes parfaits, les e-sportifs, puisque tu peux les faire travailler sur un ordinateur pendant 8 heures. Ils ont déjà l'habitude. C'est vrai. Moi, j'avais un truc à dire, justement, sur ce que tu dis, ça m'a fait penser à quelque chose, et tant que j'y pense, je préfère le dire. Il y a le jeu, je sais pas si on en a déjà parlé, il y a le jeu Borderlands 3. Dedans, il y a un mini-jeu qui est développé par une thésarde, et en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, si vous cherchez Borderlands 3 thèse, il y a un jeu à l'intérieur du jeu qui donne des informations cognitives à une thésarde où c'est de l'informatique et en gros on doit résoudre des casse-têtes. On doit résoudre des casse-têtes qui permettent de lever des verrous que un système informatique n'est pas capable de faire. Et donc en gros tous les joueurs qui jouent à ce jeu, ça va augmenter la capacité des ordinateurs. Enfin, je trouve ça ouf que dans un jeu vidéo on arrive à intégrer des trucs qui vont faire fonctionner la recherche. C'est juste que ça m'a fait penser à ça. C'est cool parce que justement c'était la question que soulevait Dirty Biology il y a 8 ans maintenant, quand il avait parlé de la pandémie dans World of Warcraft et qui disait que c'était con il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire des thèses et utiliser les cobayes par le jeu vidéo, et genre Blizzard c'était complètement fermé à cette idée-là. C'est dommage. Ce qui est fort dommage. Et c'est très cool si Borderlands a accepté. Je sais plus quel studio c'est, j'ai un doute. J'ai envie de dire Ubisoft, mais je suis pas sûr. 2K? Non, pas du tout. On recherchera et puis on montrera. Oui, voilà. Et tu avais envie de travailler aussi cette recherche là par le jeu vidéo et pour le travail du travail connectif par aussi la VR et la réalité augmentée ou pas? Ouais.
Alors, mon postdoc avec les athlètes, du coup, c'était dans un labo qui fait de la VR en plus de faire des interfaces serveur-ordinateur. Et effectivement, en fait, la réalité virtuelle, elle est super intéressante pour le domaine des interfaces serveur-ordinateur et en fait dans les deux sens. C'est-à-dire que la réalité virtuelle fournit des entraînements, enfin des environnements d'apprentissage super motivants dans lesquels les gens se sentent incarnés et donc plus engagés. Et donc, on peut s'en servir pour concevoir des procédures d'entraînement qui sont plus motivantes et tout ça, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, en même temps, la VR, ça nous fournit aussi un outil qui nous permet de modifier la réalité. Donc, ça veut dire que si on veut tester à quel point les gens sont engagés quand ils ne se sentent pas vraiment en contrôle, par exemple, d'une action, eh bien, il suffit en VR de biaiser l'environnement. Et puis, tout d'un coup, on va voir ce qui se passe dans leur activité cérébrale quand l'environnement est biaisé et on va voir à quel point ils sont engagés et tout ça. Donc ça, c'est pour les BCI. Et puis, côté VR, ça les intéresse aussi de mesurer l'activité cérébrale des gens parce qu'ils ont plein de problématiques liées à la cognition. Par exemple, exactement ce que je disais juste avant, en réalité virtuelle, si on veut que l'environnement soit efficient, que ce soit pour des apprentissages, pour soit des jeux vidéo, il faut que les gens se sentent incarnés dans cet environnement virtuel. Et en fait, l'incarnation, il y aurait des marqueurs cérébraux de ce sentiment d'incarnation. Et ça, c'est le sujet d'un des doctorants que je co-encadre avec une équipe de réalité virtuelle à Nantes, qui travaille justement sur est-ce qu'on peut détecter le sentiment d'incarnation en réalité virtuelle grâce à l'EEG. Et si oui, en fait, on pourrait utiliser des interfaces serveur-ordinateur pour savoir quand est-ce qu'une personne se sent incarnée ou pas. Et si elle ne se sent pas incarnée, modifier l'environnement pour améliorer le sentiment d'incarnation et améliorer l'apprentissage potentiel que la personne va faire dans cet environnement. Ça ressemble un peu à la thèse d'Adélaïde. Ça, du coup, c'est carrément lié, puisqu'elle travaille sur le sentiment d'incarnation, mais pas en réalité virtuelle, mais en réalité augmentée. Qui est encore plus dur, je crois, pour le sentiment d'incarnation, du coup. Oui. Et oui, mais c'est complètement logique, parce qu'en fait, le monde de la réalité virtuelle en France est assez petit, et il y a quelques grosses équipes, et dans ces grosses équipes, il y a l'équipe Potioc et il y a l'équipe donc INRIA Bordeaux. Et puis il y a l'équipe hybride INRIA Rennes. Et les gens avec qui je travaille à Nantes sont aussi dans l'équipe de Rennes. Donc voilà. C'est toute une filiation parce que moi, je suis la doctorante de Fabien Lotte, qui est donc INRIA Bordeaux. Et Fabien Lotte était le doctorant de Anatole Lécuyer, qui est celui qui a INRIA Rennes. Vous donc, dominez un peu le triangle. Tout le monde. Je ne sais pas si on le domine, mais ouais, c'est un peu une famille, quoi. Un peu une famille. Un peu consanguin. Ah, j'osais pas la faire. Oui, tu les connais pas. Bah oui. Moi, je peux. Vas-y. En plus, t'es plus thésard, du coup, tu crains personne, entre guillemets. Ah, attention, ils ont encore une influence. Coucou Anatole. Mais est-ce qu'en fait, parce que comme on n'a vraiment jamais reçu quelqu'un qui avait fini sa thèse, est-ce que on fait le résumé de la thèse maintenant et puis après on parle de après la thèse ou... On a déjà un peu parlé d'après la thèse en vrai. Donc, donc on continue comme ça. On continue comme ça, ouais. Moi je voulais savoir pendant ta thèse du coup, est-ce que tu étais plongé à fond dans ta thèse ou tu avais besoin de sortir un petit peu de ça en faisant d'autres activités, ou ce qui te faisait sortir, parce qu'on a vu aussi que du coup tu avais fait pas mal d'activités de médiation pendant ta thèse. Est-ce que c'est ça qui te permettait de sortir? Parce qu'en fait, quand on reçoit des gens, on aime bien leur demander cette question pendant leur thèse. Et toi, quel recul du coup nécessaire à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, tout ça? Selon toi, hein, pas... Alors, ouais. Comment on fait pour réussir sa thèse? Dis-moi. Je vais vous dire la vérité. Non, alors je pense que tout le monde... je pense que ça dépend profondément du caractère des personnes. Moi, je sais que ça m'aurait pas convenu de faire une thèse dans laquelle je suis enfermée dans mon sujet, en fait. Et donc, c'est pour ça que je me suis impliquée dans plein de choses en parallèle. Déjà, au sein de l'EDSP2, l'École doctorale Centre de Société, Politique, Santé publique, il n'y avait pas de comité doctorant, de choses comme ça. Et donc, nous, on a monté la première association doctorants, le premier comité des doctorants et tout. Donc, on a fait ça avec quelques copains. Et ça a vachement pris, donc on a commencé à faire des choses un peu chouettes, quoi. On a fait organiser des galas annuels, enfin voilà, tout ça. Déjà, ça m'a pris un petit peu de temps et ça m'a permis surtout de rencontrer plein de doctorants de l'école doctorale qui étaient sur des disciplines hyper différentes. Parce que le DSP2, c'est vraiment hyper varié. On a des gens de santé publique, biostatistique, épidémiologie, de psycho, socio, anthropo,
sciences cognitives, STAPS, ergonomie. J'en oublie certains, je suis désolée. Sciences politiques, je ne sais plus si je les ai dit. Bon, voilà. Du coup, tout ça fait que on ne se croise jamais dans la vie si on n'organise pas ce genre d'événement. Donc déjà, l'implication au sein de l'école doctorale, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait rencontrer plein de gens. Et je pense que vraiment, ça m'a fait m'ouvrir aussi sur d'autres méthodes et être un petit peu moins la tête dans le guidon. Relativiser un petit peu aussi. Exactement, ouais. Donc il y a ce premier aspect-là. Et puis, c'est super important, ça m'a montré, alors, avec les mobilités à l'étranger, que la recherche telle qu'elle se pratique dans mon laboratoire, ou telle qu'elle se pratiquait dans mon laboratoire de recherche, c'était pas la recherche. C'est-à-dire que c'est un type de pratique et que chaque laboratoire a ses pratiques différentes et que tu peux t'enrichir en discutant avec d'autres personnes et en sachant comment eux, ils procèdent dans leur labo et tout ça. Et ça, je pense que c'est hyper important. Après, la médiation, moi, j'ai un sujet, c'est facile d'en parler, enfin là encore plus avec Elon Musk qui nous savonne un peu la planche, mais qui, bon voilà, au moins ça a le mérite de faire parler du domaine. Donc en fait, on est très vite, dans mon domaine, on est très vite sollicité pour faire des événements de médiation scientifique. Oui, parce qu'il y a ce côté un peu, comme je disais tout à l'heure, science-fiction, C'est ça. qui n'en est pas vraiment en fait. Exactement. Il y a le côté science-fiction, plus les applications cliniques, plus le mot intelligence artificielle. Donc vraiment, on coche toutes les cases de la communication, c'est clair. Communication. Donc du coup, voilà, j'ai été amenée à en faire. Et puis en vrai, j'adore ça. Donc voilà, j'ai aussi aimé. Et puis je me suis impliquée pas mal dans l'enseignement. Donc voilà, tout ça avec les mobilités, moi ça a fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ma thèse et je pense que ça a contribué au fait que j'ai envie de continuer après, quoi. Donc tu faisais des activités en relation avec l'école doctorale, avec ta thèse, mais des trucs un peu pour te sortir quand même de ton sujet en tant que tel, quoi. Oui. Et après, en dehors, tu faisais aussi. Et après, en dehors, oui, j'avais ma vie, quoi. Ouais, non, mais en vrai, il faut le dire parce qu'il y a des gens qui pensent que. Enfin, il y a des gens qui ont besoin que leur vie, ce soit la thèse. Et il y a des gens qui pensent que si on fait une thèse, il faut que ce soit notre vie tout le temps. Non. Alors toi qui as le recul, peut-être que. Ouais, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser. C'est-à-dire qu'une thèse, c'est un emploi. C'est certes un job passion. Donc, il faut prendre du plaisir. Mais il ne faut pas non plus que ce soit prégnant sur tout le reste. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez continuer dans une carrière académique après, il va falloir faire des sacrifices encore après. C'est-à-dire que moi, mon conjoint, il est resté habiter à Bordeaux. Pendant 4 ans, on n'a pas habité ensemble, puisque moi, je suis partie à Rennes, puis à Genève, puis à Toulouse, et puis là, je viens de revenir. Et donc, tout ça, c'est des sacrifices, c'est pas facile. Et donc, si dès la thèse, on se met dans le dur et qu'on est en situation un peu de souffrance, tout ça, pour moi, on peut pas tenir sur la longueur. Et c'est dommage, parce que si ça vous plaît, c'est que, il y a moyen de faire des choses. C'est-à-dire, si vous avez envie de devenir enseignant-chercheur ou chercheur et que vous en donnez les moyens, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais pour ça, il faut tenir sur la distance et donc il faut prendre du plaisir dans son travail et en dehors de son travail. Il ne faut pas se mettre en souffrance. Non. Vraiment, c'est le truc. Alors, forcément, il y a des moments où on est en souffrance parce qu'il y a des moments où il y a des deadlines et ça, c'est comme dans n'importe quel métier, on ne peut pas y échapper. Mais il faut essayer de trouver un équilibre. Et c'est hyper important. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser en se disant que si on ne fait pas que ça de notre vie, on n'est pas sérieux. C'est pas vrai. Et au contraire, je pense que le fait de faire autre chose permet de prendre du recul sur son travail et d'être plus efficace dans son travail. Est-ce que tu as été sujette je ne sais pas si on dit sujette ou sujet, au syndrome de l'imposteur ou pas pendant ta thèse? Alors, pendant ma thèse, je sais pas. J'en ai pas de gros souvenirs. Par contre, depuis, ouais. Moi, j'ai eu un poste de chargé de recherche au CNRS. Franchement, j'en reviens toujours pas. Quand t'es arrivé, t'as fait, mais pourquoi vous m'avez choisi? Oui, vraiment, je comprends. Je sais toujours pas. Alors, on a beau me dire c'est le syndrome de l'imposteur, je sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais c'est des questions qu'on se pose souvent. Pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Peut-être juste parce que j'ai osé le faire. Et, ou parce que tu as les capacités pour le faire, tout simplement. Peut-être, oui, sûrement. Mais il y a aussi être au bon endroit au bon moment. Il faut être honnête. Il y a un facteur chance. Il faut être honnête, voilà, c'est ça. Mais il faut surtout pas se dire qu'il y a que ça. Et c'est vrai que c'est vite fait parce qu'on voit autour de nous des gens qui sont en galère, pour qui ça marche moins bien parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment. Mais il faut se dire qu'il y aura un autre moment, un autre endroit et que ça va venir, quoi. Oui, parce qu'on a souvent parlé du syndrome de l'imposteur pour ceux qui sont en thèse. Mais je sais pas ce que je fais là, j'ai l'impression de pas bosser, ou j'ai l'impression de mal bosser, ou des trucs comme ça.
Ouais. Et donc, c'est important que quelqu'un qui ait fini sa thèse dise que tout va bien. Oui. Mais l'autre jour, il y avait à la cérémonie de remise des diplômes des docteurs, là, il y avait un témoignage d'une fille, j'ai trop aimé, parce qu'elle a dit en fin de première année, on a envie de tout arrêter parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien fait pendant un an. C'est vrai, ça. À la fin de la deuxième année, on a envie de tout arrêter parce qu'on se pose plein de questions. On se demande mais qu'est-ce que je fous là ça sert à rien ce que je fais et tout ça. Et puis au final, à la fin de troisième année, quand on soutient en 3 ans, le fait de rédiger, tout ça, on se rend compte de ce qu'on a fait et que ça a un impact et que ça a de la valeur. Et voilà, donc il faut tenir le coup. C'est normal d'avoir des phases de vide. C'est normal d'avoir des moments où on n'arrive plus à travailler. Dans ce cas-là, faut faire une pause et puis on s'y remet quand l'envie revient, quoi. Ouais, voilà, il y a ça aussi à dire. Enfin, on l'a déjà dit, mais faire une pause, c'est pas. Prenez des vacances. Oui. C'est pas dramatique. Non, mais c'est pas pour Si rien le- qu'il y a des vacances. Si le directeur de thèse est d'accord, évidemment. Hein. Et Mais bon, en fait, non, même pas. Enfin, votre directeur de thèse, Oui, non, vous je êtes dis ça, salarié, c'est l'université qui doit être d'accord, en fait. Ouais, mais à partir du moment où vous êtes salarié, vous avez le droit de poser vos congés. Donc, effectivement, il faut que ça se fasse en bonne intelligence. C'est-à-dire, s'il y a des expérimentations de prévues, Oui, il pas en ne faut pleine pas manip, partir quoi. en plein milieu. Mais Allez, ça m'a saoulé. Ouais, qui casse une pipette. j'abandonne allez, tout. Donc non, mais il faut le faire en bonne intelligence, mais par contre, faut le faire. Et pareil, moi, c'est un truc que je me suis vachement battue quand j'étais doctorante, parce qu'il y en avait qui n'osaient pas s'inscrire, par exemple, à ma thèse en 180 secondes, parce qu'ils pensaient que leur directeur de thèse allait dire qu'ils perdent du temps et que c'est pas utile. Mais c'est faux, c'est hyper utile. On apprend bah ouais. plein de choses. Et puis nous, ça nous fait des gens interviewer en plus. De ouf, hein. Bah ouais. On n'a C'est même pas utile, besoin de mais en chercher fait, les gens. c'est juste pour ça que c'est utile, en fait. C'est pour alimenter votre podcast. C'est ça, ouais. Non, en vrai, j'ai fait vraiment des super. En vrai, c'est super ça, rencontres. mais c'est aussi de tout. Parce que le fait que ce soit médiatisé parce que ma thèse en 180 secondes, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Ouais, maintenant. Et c'est vrai que le fait que, tu vois, genre après, ça aille sur les podcasts et puis que ça se partage à droite à gauche et puis que du coup, ça leur permet de rencontrer un tel qui va pouvoir leur faire publier un truc et tout. Je trouve ça super en fait qu'on ait vraiment élargi au maximum la diffusion des thèses et des thésards. Ouais. Et en plus, là, cette année, particulièrement à Bordeaux, je trouve que la Ça a communication. été assez brillant. Ah ouais, ça a été brillant. Sur Ouais. Internet, les vidéos YouTube, le live et tout, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très bien. À défaut de La Rochelle, qui était un peu moins bien, faut avouer. Déjà à Bordeaux, ça avait le décor. Mais il y a Après, il n'y avait pas une un équipe peu plus technique. d'argent. Si, il y avait une équipe Ouais, technique. voilà, c'est ça. Ils étaient 2 ou 3, je crois, hein, les gars. Non, c'était vraiment Ouais, super. ouais. Mais ça tient à cœur à l'université de Bordeaux, Ouais, ma thèse en 180 secondes. Mais effectivement, il y a plein de bénéfices. Il y a la visibilité à l'extérieur, les rencontres avec plein Les d'autres rencontres, doctorants ouais, c'est de ça. plein de domaines. On se rend compte que la diversité, la richesse des thèses, rien qu'à l'université de Bordeaux, c'est ouf. Et puis, ça nous apprend à communiquer. Et puis ça fait aussi prendre énormément de recul sur. Parce que moi, les gens qu'on a rencontrés là suite à ma thèse en 180 secondes qui sont venus nous parler, pour la plupart, ils l'ont pas dit derrière les micros, mais c'est aussi des gens qui étaient hyper stressés de parler en public, pas à l'aise, stressés dans leur thèse et tout. Et quand tu leur parles et quand ils parlent de leur thèse, tu sens que genre ils mettent un petit recul sur ce qu'ils sont en train de faire et ça leur fait du bien aussi. Stressé dans ma thèse, qui est le prochain podcast qu'on lance. Hein. Stressé dans ma thèse. Mais non, c'est bien dans ma thèse, t'as pas le droit de faire ça. Moi, j'avais une petite question pour revenir justement après la thèse. Tu disais que tu étais en train de mettre en place un projet européen, ou c'est en cours ou c'est accepté? On a soumis le projet et les résultats arrivent en juillet. Là. Ok, donc on croise les doigts. Merci. Et du coup, est-ce que tu sens une différence? Parce que ça, c'est un truc où moi, en tant que thésard, je trouve que c'est vraiment galère. La mise en place de projets, tout ce qui est, dès qu'il y a de l'argent qui rentre en jeu, acheter des machines, mettre en place des projets. Est-ce que tu sens une grosse différence entre le fait de... Du coup, toi, tu es chargé de recherche maintenant, c'est ça? Entre le fait d'être chargé de recherche ou le fait d'être juste doctorant et d'avoir affaire à un directeur de recherche qui, lui, fait plus les démarches administratives, tout ça. En fait, c'est pas le même métier, clairement. En fait, plus tu avances en carrière, moins tu es opérationnel sur les manips. C'est-à-dire qu'en tant que doctorant, en gros, en tant que doctorant, on te fournit un budget ou on te fournit du matériel et toi, tu dois opérationnaliser le tout. Donc, faire les manips, analyser les résultats, tout ça. Postdoc, on commence à t'impliquer, donc postdoctorant, on commence à t'impliquer un petit peu dans la demande de financement et puis la gestion des équipes. On commence à te faire encadrer des doctorants, des masters, tout ça. Et après, une fois que tu passes chargé de recherche, c'est juste ouf. Enfin, moi, je me rappellerai toujours de mon premier jour en tant que chargé de recherche. En gros, moi, je m'attendais à ce que les gens ils m'attendent et qu'ils aient prévu une réunion ou qu'on me dise des choses, quoi. Et en fait, je suis arrivée au labo. On m'a dit, voilà, ça, c'est ton bureau.
et puis c'est tout, quoi. En Ouais, fait, qu'est-ce que tu fais maintenant, en t'arrives fait et c'est toi qui dois décider de ce que tu fais et tu t'arrives. Alors ça, c'est un truc qu'ils sont en train d'essayer de changer en ce moment, mais t'arrives, t'as 0 sous, en fait. Donc, Ah oui, ok. pas d'étudiants. C'est flippant, au début. Et c'est un petit peu flippant. Alors ça dépend des laboratoires. Il y a des labos avec des pots communs qui permettent aux jeunes chercheurs d'avoir des financements dès leur arrivée. Mais ouais, moi, de mon côté, en fait, de suite, je me suis mise à chercher des financements. Et donc, en ça, c'est hyper différent parce que du coup, un boulot de chercheur, c'est beaucoup de réponses à des appels d'offres, de conception de budget et d'encadrement d'équipe. Et au final, très peu de manip. Moi, ça fait 2 ans que j'ai pas oui. fait de manip. T'as pas Donc, le temps et puis c'est pas ton métier en tant que tel. Voilà, Ouais. mais sauf que du coup, quand t'as pas d'étudiants, t'es keblo. Et oui, il faut avoir des étudiants pour manipuler. Voilà. Donc, effectivement, c'est un gros changement de métier. Mais voilà, moi, c'est que j'aime bien faire ça. Donc, et puis, une fois que tu as eu des financements, là, moi, je viens d'avoir des financements. Donc, une fois que tu les as, là, tu peux te remettre plus dans le cœur de ta recherche. Et ça, c'est satisfaisant quand tu arrives à avoir... Ouais, c'est chouette. Ouais, tu m'étonnes. C'est chouette. Et puis, pouvoir recruter des étudiants, avoir une équipe, pouvoir les guider pour... en fait, tu te construis beaucoup en fin de thèse. Moi, je trouve que c'est quelque chose... J'en ai pas parlé encore, mais je trouve que c'est hyper important, à la fin de la thèse, de savoir quel type de chercheur on a envie d'être. De se construire une identité de chercheur ou de chercheuse au-delà de son identité propre de personne. Puisqu'encore une fois, moi, je suis convaincue que même si c'est un métier passion, il faut pas que... Voilà, faut que ça reste un métier, quoi. Donc, je trouve que c'est hyper important de se construire notre modèle de ce qu'on a envie d'être, de qui on a envie d'être en tant que chercheur ou chercheuse. Et je trouve qu'un bon encadrant, un bon directeur de thèse, c'est quelqu'un qui nous guide dans ces aspects-là aussi, et pas seulement dans les aspects scientifiques, dans ces aspects de comment on a envie d'être, si on a une équipe, comment on a envie d'encadrer, comment on a envie de procéder. Et il y a plein de manières de faire, et je pense que c'est pour ça aussi que c'est bien d'aller faire des mobilités à droite à gauche dans d'autres labos et discuter avec d'autres gens pour avoir d'autres façons de faire et pouvoir soit se construire à partir de tous ces exemples. Voilà. Tu avais des questions? Non, j'ai pas vraiment de questions. J'ai Ça posé va, depuis tout à l'heure. Mais ça va. Je suis extrêmement mal installé. Je fais que bouger depuis tout à l'heure. C'est pour ça. Ouais, moi, je te posais cette question vis-à-vis du fait que je trouve ça quand même un peu frustrant quand on est doctorant des fois de justement pas forcément pas être aux commandes, parce que moi, je pense pas que plus tard je serai chargé de recherche ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, pas à l'heure actuelle. Mais en tant que doctorant, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des très très grosses longueurs, même sur des projets qui sont validés où on a de l'argent et tout. On est là, on fait, mais enfin, moi, je devais avoir une machine qui devait arriver dès le début de ma thèse. Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé, je l'ai toujours pas. La fameuse machine. C'est une machine mystère, même pour moi. Ouais, alors ça, je sais pas si c'est propre à la recherche propre ou propre à l'administration française. Ouais, tu vois, je sais pas jusqu'où ça remonte. Il y a des fois des projets. Alors nous, par exemple, moi, je viens d'avoir un projet là, dans le cadre des JO 2024, Paris 2024. Ils ont... L'État finance des projets pour l'amélioration de la performance en vue de doubler le nombre de médailles des équipes françaises. Donc, allez, gros truc, sûrement grâce à moi. Et le truc, c'est que voilà, on a eu le financement, mais le problème, c'est que en fait, il faut signer l'accord de consortium avec tous les partenaires avant de pouvoir avoir les sous. Et cette signature, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Et donc, en attendant, il faut avancer sur la recherche sans avoir forcément les fonds. Et en fait, c'est souvent un peu un casse-tête. Les équipes de soutien à la recherche ont beau être extraordinaires. Ça peut être un casse-tête administratif de passer par... toutes les procédures d'appel d'offres et puis le déblocage des budgets et tout ça. Ouais. Donc, effectivement, très honnêtement, je ne vais pas dire que c'est en France que c'est le plus efficace parce que je suis allée en Angleterre et que c'est hyper efficace. Le système à l'anglo-saxonne est hyper efficace. Mais c'est au détriment de d'autres aspects. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement moins de contrôle sur l'argent public. Enfin, voilà, je ne sais pas comment ils font pour être aussi efficaces. Voilà, je pense que c'est... un équilibre à trouver et je suis pas sûre qu'on l'ait trouvé actuellement en France et je comprends la frustration. Il y a un apprentissage un petit peu de la frustration à avoir si on va être chargé de recherche un peu. Oui, alors il y a un apprentissage à la frustration pour beaucoup de choses. Ouais, pour beaucoup de choses, déjà parce qu'on passe une bonne moitié de notre temps, 60-70% de notre temps à écrire des appels à projets où le taux de réussite est d'environ 10%. Donc en fait, quelque part, tu te dis que tu passes beaucoup de temps à
C'est des castings dans l'audiovisuel, à en fait. perdre. Ouais, de ouf. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, ça déjà, c'est une première frustration. Une fois qu'on a les budgets, il faut trouver des étudiants avec qui ça matche bien. Et puis, des fois, ça matche pas. Donc, des fois, on croyait que ça allait marcher avec un partenaire et puis ça marche pas. Donc, voilà, il y a des frustrations administratives, financières, humaines. Enfin, voilà, mais il y a aussi beaucoup de choses super chouettes. Bah oui, non, mais ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. T'as encore une question ? Oui, j'avais encore une question. Vas-y. C'était par rapport à ton métier, en fait. Donc, tu as dit que tu as été doctorante. Tu as eu un post-doctorat sur un peu la suite de ton sujet, ou du moins sur une des questions que tu avais réussi à soulever. Tu as su avoir un post-doctorat sur ça. Et maintenant, tu es chargé de recherche au CNRS, c'est ça ? Ouais. Et justement, toujours sur ce sujet d'interface homme-machine. Oui, je suis toujours sur le sujet des interfaces serveur-ordinateur, donc ces technologies globalement. Par contre, après, je me suis construit mes propres questions de Voilà, recherche. c'est ça. Est-ce que tu as une spé du coup maintenant ? Oui, alors quand j'étais en thèse, je travaillais beaucoup sur les modèles d'apprentissage humain dans la population générale. Et notamment pour les interfaces serveur-ordinateur à visée de contrôle d'une technologie. Donc pour les fauteuils roulants, des jeux vidéo, tout ça. Donc ça, c'est la thématique que je développais donc, à l'équipe Potioc, INRIA, avec Fabien Lotte. Fabien, il a eu de gros financements sur ces thématiques-là, donc lui, il continue à fond là-dessus. Et donc, nous, on continue de collaborer sur ces thématiques. Et moi, après, je me suis frayé mon petit chemin sur des choses un peu parallèles. Et donc, je me suis plus orientée vers le neurofeedback, donc l'apprentissage, mais cette fois-ci pas pour contrôler une machine, mais pour améliorer des compétences cognitives ou motrices, avec 2 grands axes. Un axe donc avec les athlètes, amélioration de capacité attentionnelle et de capacité motrice, et puis un axe avec des patients. Et dans cet axe avec les patients, donc en post-AVC ou en Parkinson, donc le but c'est de récupérer la motricité chez ces patients-là ou de réduire les symptômes moteurs chez Parkinson. Je m'intéresse à la fois sur cet apprentissage propre, mais aussi sur des questions un petit peu parallèles d'acceptabilité. Et en fait, mon hypothèse là-dessus, c'est de dire que on a beau concevoir des interfaces serveur-ordinateur qui sont super, si les patients ou les soignants ne veulent pas s'en servir, jamais on fera le transfert vers les hôpitaux. Et donc, du coup, je me demande qu'est-ce qui fait que nos systèmes sont acceptés ou pas et comment est-ce qu'on peut les rendre le plus acceptables possible. Et en fait, ça me permet de faire le lien pas mal avec des questions d'éthique, parce que je m'intéresse pas mal aux questions d'éthique dans la recherche, aux questions d'éthique liées aux neurotechnologies. D'ailleurs, il y a des recommandations qui ont été faites par l'OCDE qui sont en train de sortir là. Et on travaille avec l'Association française sur les interfaces serveur-ordinateur qui s'appelle Cortico, je fais la petite pub en même temps. On travaille justement à l'élaboration d'une charte pour les scientifiques et surtout les industriels, ou aussi les industriels qui travaillent dans ce domaine-là. Un truc un peu plus cadré Oui, parce que en fait, les neurotechnologies sont en train de se développer à fond. Et du coup, il va falloir mettre un petit... Et ce qui serait bien, c'est que les questions éthiques, les réflexions éthiques se fassent en parallèle et même en synergie avec le développement technologique, et pas qu'une fois qu'on a ce développement et qu'on se rend compte de mauvais usages, on se pose des questions. Sinon, ça va faire comme avec Internet. Ouais. On va laisser le truc s'épandre à l'infini, et puis au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'il y a des problèmes, qu'il y a des ingérences dans des élections politiques, qu'il y a des problèmes sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est quand on mène la réflexion éthique après coup, c'est hyper dur de légiférer. Donc, travailler sur ça en plus en amont. Exactement. En parallèle de ton sujet de ton sujet de chargé de recherche. Ouais, mais ça, c'est un truc qui est aussi important. Et je pense que c'est s'impliquer aussi dans des sociétés savantes ou dans des associations. En tout cas, je pense que c'est pas mal de plaisir. Moi, je suis chargée de l'organisation de journées scientifiques dans cette association française. On est un petit groupe de chercheurs en France et franchement, on se fait plaisir. Et en plus, ça nous permet encore une fois, de ne pas être trop la tête dans le guidon, de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on fait, de se poser des questions un peu plus sociétales, un peu plus macro sur les technologies sur lesquelles on travaille. Ok. C'était vachement intéressant tout ça. On est déjà à 1 heure d'interview. 1 heure d'interview ? Ouais. Vache, c'est passé à une vitesse. C'est pour ça que je me disais, on va peut-être s'arrêter parce que si on continue, on a encore pour 1 heure. D'accord. Et est-ce que tu veux faire un résumé ou parce que tu viens de faire un pré-résumé, donc c'est tout bénef pour toi.
Ouais. Alors, il faut quand même toujours savoir que dès que ça parle du cerveau, je suis largué Ouais, en une phrase. les neurosciences, à chaque fois, ils se lancent hyper. C'est. En fait, c'est tout simple. Hein. Dès que ça touche au cerveau, ça me fait flipper, ça me fait paniquer et je n'y arrive plus. T'as écouté un peu les épisodes ou pas à ce moment-là? En fait, il doit. Donc, normalement, quand on reçoit des thésards en thèse, il doit résumer du coup ce dont on a parlé en quelques phrases. Ouais. Donc là, c'est une thèse finie. Ouais. Donc, bon courage. C'est sympa. Et sur la neuroscience, C'est ma bête noire. c'est dur. C'est très dur. Ça ressemble à un blocage. Ouais, Ah ouais, c'est un complet. petit blocage. Mais En fait, c'est- mais ça vient d'un blocage. Ça vient d'un La blocage, parce première que, fois voilà. qu'on a fait un podcast sur la neuroscience, c'était le 4 janvier ou le 3 janvier, je crois. Et Ouais. du coup, on était un peu fatigués. Non, mais c'est vrai. Et gros blocage. Et depuis, Et depuis, la c'est peur, quoi. la panique. Parce que ce matin, par exemple, on a reçu quelqu'un qui faisait du droit privé, de la finance. C'était aussi complexe, mais pas de blocage. Non, pas de blocage. Et puis, résumé, facile, je trouvais. Je fais, bon, bah, Allez. c'est ça. Neurosciences, c'est parti. C'est l'interro de Robin. Les neurosciences, mais ouais, c'est compliqué. Moi, de ce que j'ai compris, je vais faire plutôt comme ça. Voilà. Ça, si jamais je me trompe, pour moi, je peux dire que je me suis trompé. C'est que tu travailles du coup. Donc, en fait, c'est ça qui me perturbe. C'est les interfaces cerveau-ordinateur et j'arrive pas à le visualiser. C'est pour ça que j'arrive pas à l'expliquer. T'as une Charlotte sur la C'est- tête qui ouais, est c'est connectée ça. à un ordinateur. Ok. Du coup. Mais comment dire? Quel est le problème? Quel est le problème? Tu veux que je te prenne la suite? Non, attends, je vais y arriver. Je vais trouver un truc. Pour moi, tu as travaillé du coup sur pas vraiment la démocratisation, mais sur l'utilisation du coup de ces interfaces cerveau-ordinateur et la manière en fait de faire avancer cette science, cette technologie pour permettre une utilisation plus simple et plus efficace de ce système. Bah, c'est très bien. Ça. C'est ça. Ok. Et le problème venait du fait que, en fait, on avait beau créer des algorithmes de machines très puissantes pour analyser les systèmes neural ou neuro, je sais pas trop comment dire. Et toi, tu as pris le problème à l'inverse. En fait, tu t'es demandé directement pourquoi est-ce qu'on travaillerait pas d'abord sur les signaux émis par le cerveau, qui seront plus faciles du coup si on entraîne les gens à interpréter par une machine très sophistiquée en fait. Bah, vous êtes très fort. Ben, On se complète, un peu comme une Ouais, machine et puis un pareil. cerveau. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Qui est la machine C'est quoi et qui est ça le cerveau? Ah bah toi t'as tes gadgets, hein. Ouais, c'est ça. Je rigole. Moi, je suis la technologie, donc je serais plus la machine. Moi je suis le cerveau. Et toi, t'es le cerveau puisque tu fais la thèse. Bah voilà, Voilà. c'est ça. Nickel. Je déteste être Le cerveau, t'aimes pas être le cerveau parce que je fais une thèse. Pour moi, on n'est pas tous des gros cerveaux. Non, bien sûr. Bah, de toute façon, on caricature. Hein. On n'est pas Ouais, 100%. évidemment. Voilà. Tu peux pas être 100% cerveau ou 100% machine. Hein. Non, c'est sûr. C'est impossible. Mais voilà. Est-ce que juste une dernière question, donc ouais, on a compris que tu avais kiffé ta thèse, est-ce que tu le referais si c'était à refaire? Ouais, je pense que je referai. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, c'est pas si pire une thèse, parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent... Non. Alors, je pense que s'il y a des gens là qui écoutent et qui vont commencer une thèse, je pense que le principal conseil que j'ai à donner, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur le sujet de thèse. Pour moi, le plus important, c'est l'environnement, c'est-à-dire est-ce que les futurs directeurs sont des gens avec qui on a envie de travailler et est-ce qu'on sera dans un environnement propice avec de bonnes conditions de travail. Et je pense que si on est avec des gens sympas, ouverts d'esprit et dans un environnement qui le permet, alors le sujet de thèse, on pourra l'adapter parce que tout le monde aura envie que ça se passe pour le mieux. Donc voilà, je dis vraiment, c'est sur ces éléments-là qu'il faut se concentrer. Et si c'est ça, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien. Super Rocco. Nickel. Putain, tu parles de Rocco. Eh oui, je te l'attends la perche. Transition là. Depuis quelque temps, on a bien terminé les épisodes par des recommandations, que ce soit culturelles ou scientifiques. Ou des tips, comme Ou ce que des tu viens de faire à petits l'instant en tips. fait. Ouais. Du coup, voilà, qui veut commencer? Est-ce que tu avais réfléchi à quelque chose ou pas? Ouais, j'avais réfléchi, ça m'a pris la tête hier. Je me suis dit, mais de quoi je Ouais, vais en fait, parler je l'ai dit hier. Et- Bah, d'habitude, je le dis là maintenant, donc il fallait mieux que tu prennes la tête. Il y a une J'ai balancé amélioration. qui m'a dit hier. Et en fait, j'avais beau réfléchir, chaque fois ça revenait vers quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ma thèse. C'est une série que j'ai vue très grave. récemment et qui m'a fait réfléchir de ouf en fait. Ça s'appelle The Spy. C'est avec Sacha Baron Cohen. Ah, Et, ok. Je me mets c'est ça de noté. côté de suite.
Et Sacha Baron Cohen dans un rôle sérieux. Oula. Ouais. Et je pense que ça m'a d'autant plus perturbée. Enfin, il incarne hyper bien le personnage qui est Eli Cohen, qui était un espion israélien dans les années 60, qui a été envoyé en Syrie. Et cette série, elle m'a vachement marquée parce qu'elle m'a fait relativiser plein de choses. Enfin, elle m'a fait poser plein de questions sur l'individualité par rapport à la communauté. Et c'est des questions que, enfin, voilà, avec la crise du coronavirus, en ce moment, on se pose. Donc, un mec qui est prêt à quitter alors qu'il a une vie où, enfin, il est sûr amoureux de sa femme, enfin, tout va bien, et il fait passer l'intérêt général avant lui. Sur aussi la notion de progressisme, ça aussi, c'est en plein dans l'actualité. Et ça fait que, voilà, comme quoi des sociétés peuvent être en pleine émergence, et puis des événements font que... Enfin voilà, je sais pas, ça m'a fait réfléchir à un effondrement, je sais pas, culturel, enfin voilà, des libertés, tout ça. Enfin voilà, je pense que ça fait vachement écho avec l'actualité, et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup fait pleurer. Mais c'est une super mini-série en 8 épisodes, je crois, sur Netflix. Sur Netflix. Voilà, il y a tout pour aller la voir. Voilà. Sacha Baron Cohen, tu vois pas qui c'est? Bah, si, j'en entends. C'est Borat. C'est Borat. Oui, voilà, voilà. ça, j'entends souvent parler. C'est pour ça qu'on dit rôle sérieux. Ouais. C'est son Ciao Pantin, comme on dit. Ouais. C'est voilà. Ali G aussi, si tu vois. Oui, c'est ça. Oui, non, mais je vois Voilà. très bien. C'est chaotique. Ok, ben, vas-y. moi là c'est juste hier au labo. Moi j'aime bien écouter de la musique en travaillant. Alors il y en a qui détestent. Je suis désolé pour ceux qui écoutent de la musique avec moi. Et du coup je me suis refait l'album des Black Keys 2 fois d'affilée, El Camino. Mais je sais pas pourquoi. J'ai écouté. Peut-être parce que c'est un album incroyable. Ouais, mais tu sais, j'étais au labo, j'avais une tâche hyper répétitive à faire. C'était pas de l'analyse de stats, c'était vraiment genre, je faisais des centrifugations, de l'évaporation, des trucs comme ça, des trucs où j'ai pas besoin d'être hyper concentré parce que je le sais depuis 2 ans maintenant comment faire. Et du coup, j'avais un album de rock genre en fond comme ça, c'était trop bien. Et du coup, si vous aimez écouter de la musique, j'essaierai de voir avec un ami qui a une playlist blues live, tout ça, et que j'écoute aussi des fois en travaillant. C'est assez doux, assez tranquille, et voilà, j'essaierai de la partager sur le Discord. Bah complètement. Prends. Je mettrai les miennes aussi. Bah, j'en ai plein, j'en ai trop. J'en crée une par jour, faut que j'arrête. C'est névrosé à ce niveau-là. Mais moi, tout ça m'a fait penser. Alors, je pense que le lien est un peu bancal, mais j'aime bien. Ça m'a fait beaucoup penser, tout ce qu'on a raconté, à Paprika de Satoshi Kon. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est un anime, ça, non? C'est un film d'animation japonaise, ouais. Et alors, ça joue beaucoup avec le rêve, la réalité. C'est un peu genre, c'est Inception avant Inception, si tu veux. Ouais. C'est très. En fait, le truc, c'est que l'animation se permet encore plus de jouer avec les limites du réel et de la fiction par rapport à des films comme Existence ou Inception. Et c'est beaucoup sur du coup le travail de soigner, c'est de la thérapie en fait par le rêve. Okay. Et du coup, il rentre dans les rêves, il regarde qu'est-ce qui se passe, et il y a un docteur qui accompagne le patient là-dedans. Et en fait, il se passe qu'il y a quelqu'un qui utilise cette technologie pour contrôler les gens. Avec du paprika. Alors, je ne vois toujours pas le lien avec Paprika. Je jure que je cherche. Ça reste de l'animation japonaise, on n'a pas toutes les clés pour comprendre. C'est un nom peut-être, non? C'est le nom du personnage fictif. C'est le nom du personnage fictif qui soigne les patients. Spoiler, ok. Voilà. Et, si je peux me permettre, ce dont tu parles, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle les rêves lucides. Ouais, il y a complet. un ancien doctorant de Potioc qui s'intéresse vachement aux rêves. Ça, c'est incroyable. Et ben, faut qu'il vienne. Et voilà, mais il est Philippe encore, Giraudot. Tiens, je note. Si tu nous entends. Si tu nous entends, tu lui partageras cet épisode. Philippe Giraudot et il y a aussi Alexis Gay. C'est 2 super gars qui sont à fond dans ça et qui sont super. On va bugger pendant 1 heure. Je pense que là, je vais me faire matrixer la tête, je pense. C'est terrible. Je ne résumerai pas votre travail, s'il vous plaît. Je pourrais tricher, au pire, je dis que c'était un rêve depuis le début. Voilà. Je suis dans ta tête. Bon, en tout cas, merci beaucoup Camille d'être venue. Merci à vous, c'était un plaisir. Ben, merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si cet épisode nous a plu. oui. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous sur le Discord. Partagez, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Venez nous suivre sur les Facebook, Instagram et les Internet. Twitter, Instagram, enfin voilà. Il y a les liens partout, de toute façon, vous le savez. Ouais, et puis là, on est au 20e épisode, on commence à s'amuser vraiment, donc venez. Ouais, ça commence à vraiment être sympa. Donc on fait des trucs et tout, c'est rigolo.
Donc voilà, merci beaucoup Camille d'être venue. Merci. C'était super. Et à Merci, bientôt. Jean. À bientôt pour un nouvel épisode.